Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être ici devant vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de disruption. On parle beaucoup de disruption en technologie. C'est un terme assez galvaudé et sans forcément comprendre exactement ce qu'on entend par là. Et alors, j'ai eu l'opportunité, d'aucuns diraient la chance puis la malchance, d'avoir disrupté d'abord un marché et ensuite de me faire disrupter moi-même. Donc, je suis dans une position assez particulière pour vous en parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Emmanuel Strachnov. Comme Pierre disait, je suis fondateur de Bubble, basé aux États-Unis maintenant depuis 16 ans, puis j'ai quitté la France un peu avant encore. Donc, très content d'être ici aujourd'hui devant vous et de pouvoir m'expliquer en français. Comme Pierre disait, donc, Bubble est une plateforme no-code. C'est nous qui avons en fait un peu lancé le mouvement du no-code dans les années 2010. Et donc concrètement, ça permet aux gens de développer des applications web et mobiles sans écrire de code, et on déploie tout pour les utilisateurs. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Commençons par le début. C'est pourquoi Bubble, quelle était l'inspiration initiale derrière le produit. Donc nous sommes en 2012, donc il y a un certain moment, et notre constat à l'époque était assez simple, mais peu partagé par la plupart des gens. Notre constat était que le code n'avait pas évolué depuis une quarantaine d'années à l'époque, donc aujourd'hui une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que la création d'applications, même si les frameworks et les langages de programmation évidemment avaient évolué au fil du temps, ça revenait à mettre ses mains sur un clavier et à taper du texte très structuré pour que la machine le comprenne. Et en particulier, ça ne pardonnait aucune erreur, c'est-à-dire que si on oubliait une virgule ou quelque chose, tout tombait à plat et rien ne marchait. Et nous, on pensait que dans un monde où tout était très visuel, c'est-à-dire que déjà depuis le milieu des années 90, les interfaces graphiques avaient quand même transformé l'informatique, on pensait que le code devait évoluer et donc il fallait trouver un nouveau médium pour écrire ces applications business via une interface visuelle et donc ce qu'on dirait en anglais du drag and drop et du point and click. Et donc c'est ce qu'est Bubble aujourd'hui. C'est un éditeur accessible depuis votre laptop ou n'importe quel ordinateur, où vous pouvez créer vos applications, les dessiner visuellement et les programmer avec un système de workflow. Alors maintenant, on a beaucoup d'IA dedans et donc du langage naturel, mais évidemment, c'est arrivé assez tard par rapport aux 15 dernières années quand nous avons lancé le produit. La vision à l'époque était que le coût de création de logiciels était bien trop élevé, et donc il fallait le réduire d'un facteur 100. Et ça, c'est important, parce que quand je vais parler de disruption dans quelques minutes, le coût est en fait quelque chose d'assez fondamental quand on parle de disruption. Et donc notre vision était que les gens devaient pouvoir lancer des entreprises, c'était notre marché initial des fondateurs qui lançaient des entreprises sans avoir levé d'argent, et que le SaaS lui-même n'avait pas tellement de sens, parce que si les gens pouvaient créer exactement le logiciel dont ils avaient besoin, on n'avait plus besoin de SaaS. Donc d'une certaine façon, j'en suis assez fier, ce dont on parle en ce moment du SaaS-apocalypse, c'est quelque chose qu'on dit depuis une quinzaine d'années. Cela étant, la technologie qui a provoqué ce mouvement aujourd'hui est l'intelligence artificielle, et ça j'y reviendrai dans quelques minutes. Alors, comment l'expérience Bubble s'est passée? Écoutez, 15 ans plus tard, plutôt bien dans le sens où je suis encore là pour en parler et l'entreprise est encore en activité, ce qui pour une start-up est assez bien au bout de 15 ans. Comme Pierre le disait, donc on a des millions d'utilisateurs maintenant de par le monde, des millions d'applications qui tournent sur nous et une communauté d'utilisateurs très globale. On est très communautaire en tant que plateforme et donc on est à peu près dans tous les pays du monde aujourd'hui, avec en particulier États-Unis, Brésil, France, Japon et Royaume-Uni. La croissance a été très rapide, et je reviendrai là-dessus aussi, à partir des années 2019-2020. Et aujourd'hui, un chiffre dont je suis particulièrement fier pour les entreprises qui sont lancées sur notre plateforme, parce qu'encore une fois, on est une plateforme d'entrepreneuriat, et que plus d'1 milliard de revenus a été généré par les startups Bubble l'année dernière. Donc les startups qui sont sur notre plateforme ont atteint un certain niveau d'impact, à la fois financier et social, autour d'eux dans le monde. Alors, Bubble est un cas typique de disruption. Et alors, avant d'en dire un peu plus, j'ai envie de prendre quelques minutes pour expliquer ce qu'on entend par disruption. Parce qu'encore une fois, c'est un terme assez galvaudé qu'on n'utilise pas forcément à bon escient quand on parle de disruption en technologie. Donc la disruption est un concept qui a été inventé par un professeur à Harvard qui est décédé récemment, qui s'appelle Clayton Christensen, qui est aussi la personne qui a forgé le terme « jobs to be done », qui je pense beaucoup de gens dans cette audience seront familiers avec ce concept, qui dans la communauté produit assez bien connu. Et donc Christensen a décrit en gros comment de nouvelles technologies pouvaient disrupter des technologies existantes. Alors, on est dans une situation de disruption quand on a un marché existant avec des entreprises qui vont vendre un certain produit. Et là, on va avoir un nouvel entrant qui arrive
avec une technologie qui sera beaucoup moins bien, beaucoup moins performante. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on parle de low-end disruption en anglais, c'est une disruption de bas de gamme, mais aussi beaucoup, beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à adopter. Donc c'est là où, en fait, la problématique de coût est très importante. Et donc, ce qui va se passer au début, c'est que les acteurs existants dans le marché vont voir la nouvelle technologie arriver, et ils vont se dire, bon, c'est un gadget, c'est pas quelque chose qui est utile pour nos utilisateurs. Généralement, d'ailleurs, c'est ce que leurs clients ou leurs utilisateurs vont leur dire aussi. Et du coup, ils vont continuer à travailler sur leur business et ne vont pas s'inquiéter de ce nouvel entrant qui arrive avec un produit bas de gamme. Mais au fil du temps, ce qui va se passer, c'est que si on est sur un marché où des gens n'ont pas accès à la technologie de qualité et ont besoin d'une technologie pas forcément exceptionnelle, mais beaucoup moins chère, le nouvel entrant va commencer à développer son marché, à avoir des nouveaux utilisateurs. Comme généralement c'est peu cher et assez facile à adopter, il va commencer à croître et à itérer sur son produit. Et au fil du temps, il va améliorer son produit. Et on va arriver à une situation, et c'est vraiment là qu'arrive la disruption, parce que la disruption, c'est un événement en fait, c'est que cette technologie va devenir ce que Christiansen décrit comme good enough, c'est-à-dire suffisamment bon. Et là, tout à coup, on se retrouve avec une technologie qui est suffisamment bonne, beaucoup moins chère et beaucoup plus facile à adopter. Et tout à coup, et ça peut aller parfois extrêmement vite, c'est une question de mois parfois, les entreprises existantes ou les technologies existantes, parce que ce n'est pas toujours les entreprises qui disparaissent, mais la technologie va disparaître et devenir concrètement irrelevant, non pertinente dans le monde. Et donc ça peut aller très 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 vite. Et alors, avant de parler comment ça s'applique au cas de Bubble, c'est arrivé donc beaucoup de fois dans l'histoire de la technologie. Il y a 2 cas en particulier qui ont été décrits in extenso par Christiansen et d'autres dans la littérature. Et c'est le cas des appareils de photo numérique, par exemple. Un appareil de photo numérique au début des années 2000, c'était franchement pas terrible. La qualité était vraiment pas là, c'était très pixelisé. Pour ceux dans l'audience qui en ont eu, ça ne servait pas à grand-chose par rapport à l'argentique. Mais au fil du temps, mais c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à adopter parce qu'il n'y avait pas à payer de développement de négatif. Et ça faisait une grande différence. Et ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que les appareils de photo numérique se sont améliorés et aujourd'hui, il n'y a plus de différence avec l'argentique et concrètement, plus personne aujourd'hui n'utilisera d'appareils de photo argentique. La même chose pour les clés USB, j'irai très vite, mais les disques durs qui tournent se sont fait disrupter par les puces de clés de mémoire qui au début étaient lentes avec peu de stockage, mais beaucoup plus facile à utiliser et qui avait beaucoup d'avantages pratiques. Et avec le temps, ça s'est amélioré en termes de capacité de performance. Et donc Bubble est un exemple typique de ça. C'est-à-dire que quand on s'est lancé en 2012, on était objectivement, et ça a duré plusieurs années d'ailleurs, beaucoup moins bien qu'une application codée à la main. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, on entendait souvent ça de la part de développeurs, il y en a peut-être ici qui pensaient ça et qui le pensent peut-être toujours, où on nous disait ça ne marchera jamais, ça ne peut pas scaler, il n'y a pas des problèmes de sécurité, etc., etc. Mais il y avait, et c'est pour ça que nous on s'est toujours concentré sur les fondateurs d'entreprises au début, les fondateurs de start-up, eux qui avaient des problèmes d'accès au capital, parce que tout le monde ne pouvait pas lever de l'argent, étaient dans une situation où ils avaient vraiment besoin d'un produit, ils étaient prêts à tolérer une qualité un peu moindre au début, du moment que c'était beaucoup moins cher. Et au début, je disais réduire le coût de développement de 100 fois. Il est difficile de définir exactement le facteur, mais on pense qu'on était effectivement beaucoup plus bas, bien moins cher que les solutions existantes. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se développer. Et avec le temps, on a commencé à avoir de plus en plus de clients, on a amélioré notre produit. Et j'ai envie de dire, à partir de 2018-2019, où on a atteint ce statut de good enough, encore une fois suffisamment bon, c'est là où on a commencé à avoir une croissance beaucoup plus rapide et exponentielle, parce que soudainement on avait quelque chose qui était comparable au code, mais beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup moins cher. Alors tout allait très bien, jusqu'à un événement de fin 2022-2023 avec l'émergence de ChatGPT et d'LLM en particulier, où là on se retrouve dans une situation où l'intelligence artificielle peut générer du code. Et alors nous, évidemment, on s'est dit, c'est un gadget, ça génère du code, ça ne sert pas à grand-chose. Le code qui était généré par ChatGPT à l'époque, on essayait d'en faire des prototypes, rien ne marchait, et donc on s'est dit, bon, c'est pour faire joujou, ça ne sert à rien. Donc ça doit vous rappeler quelque chose, parce que c'est exactement en fait ce que nous, on a fait aux autres à l'époque. Et donc on s'est fait disrupter de cette façon-là, où on a vu des nouvelles technologies arriver qu'on n'a pas prises au sérieux. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 choses. La première chose, c'est comment je pense qu'une organisation doit réagir dans ce genre de circonstances. Et la deuxième, c'est comment l'IA, de façon générale, est en train de partager quelques réflexions sur la transformation du cycle de développement produit pour les PM, les ingénieurs, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif et organisationnel.
Alors, comment on réagit quand on se fait disrupter? Alors, c'est un petit peu morbide, mais je pense que la courbe du deuil est en fait assez bien adaptée pour décrire comment une organisation va réagir, et c'est à la fois, encore une fois, du niveau individuel et au niveau organisationnel. Alors, au début, il va clairement y avoir un déni, et ça je peux en témoigner, parce que moi-même j'étais dans le déni pendant un certain moment, peut-être même un an, où on se dit, et c'est, encore une fois c'est par définition dans le cas de la disruption, on voit le nouvel entrant arriver et on va se dire, bon, bah, les gens peuvent faire joujou avec ça, mais nous, ça ne nous impacte pas parce que ce n'est pas assez sérieux. Le problème de ce sentiment d'ailleurs, c'est qu'il va se diffuser dans l'organisation, et c'est assez contagieux. C'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens qui ne croient pas au déni, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas y croire, qui vont voir le danger à l'intérieur de l'organisation, vont naturellement partir. Et ceux qui restent, en fait, sont ceux qui sont alignés avec le leadership là-dessus. Donc c'est quelque chose où il faut faire assez attention, c'est assez dangereux, parce que l'aveuglement devient collectif et donc peut durer assez longtemps, où concrètement, on voit le truc partir, et on se dit, bon, bah, il y a des gens qui font joujou, mais bon, voilà. Alors, à un moment, on commence à se rendre compte, alors c'est la phase de la peur puis de la dépression, on se rend compte, ah, on a peut-être raté quelque chose, là, il faut peut-être réagir. Et là, la dépression, c'est encore plus contagieux que le déni, et donc c'est à ce moment-là que je pense que des organisations peuvent vraiment souffrir et qu'il faut être très vigilant, en particulier en tant que directeur de produit ou CEO, c'est à peu près la même chose, pour être sûr de sortir de ce mauvais cycle. Alors, la réaction, j'en parlerai dans quelques minutes de nous, ce qu'on a fait de notre côté pour faire ça, mais il faut vraiment arriver à convaincre les équipes que non seulement il y a des opportunités dans ce nouveau monde, et être sûr que les équipes vont adopter ce nouveau paradigme quand il s'agit de réfléchir au développement produit. Un des problèmes du déni aussi, c'est que ça fait qu'en interne, les gens ont tendance à ne pas forcément utiliser ces outils, et donc par définition, l'organisation est en retard par rapport à beaucoup à la compétition. Et alors après, la phase d'acceptation et d'innovation, là, c'est quand les choses vont mieux, évidemment. Donc c'est là où je pense qu'on est aujourd'hui, mais seul l'avenir le dira, où il y a beaucoup de choses assez excitantes à faire. Et là, c'est une façon de reprendre l'équipe et de les mettre ensemble pour sortir de cette mauvaise passe. Alors, la difficulté dans le cadre d'une disruption, c'est de réaliser que c'est quelque chose qui nous arrive. Le problème, c'est que les premiers signaux sont des signaux faibles, c'est-à-dire que c'est des signaux qui ne vont pas être évidents à la base, parce que si c'était évident, ce serait trop facile, et dans ce cas-là, la disruption n'arriverait pas. Et ce n'est pas des choses qui vont se voir dans les métriques, ça va être des commentaires relativement anecdotiques des gens. Nous, on entendait nos utilisateurs nous parler un petit peu d'IA au début 2024, mi-2023 jusqu'à début 2024. Mais en même temps, ils en parlaient en nous disant c'est pas très sérieux, parce que la vraie difficulté, et c'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'est que quand une entreprise ou une technologie se fait disrupter, les gens qui utilisent cette technologie ou ce produit, eux-mêmes n'ont pas vraiment envie de voir la disruption arriver, parce qu'ils ont investi tellement d'énergie pour créer quelque chose sur une telle plateforme ou avec telle technologie, ils n'ont pas intérêt à voir cette disruption arriver de leur point de vue. Donc encore une fois, je pense que le job d'un directeur de produit et d'un CEO en particulier, c'est d'être très sensible à ces signaux. A posteriori, la réaction sera toujours trop tardive d'ailleurs, parce que par définition, on réagit tard, mais je pense qu'on ne réagit jamais trop tard. Parfois, des entreprises peuvent réagir trop tard, mais il ne faut pas aussi oublier que les organisations existantes ont beaucoup d'actifs qu'ils peuvent utiliser pour justement rattraper le retard quand ils décident de se bouger. Et ensuite, il y a un choc, et là, le choc dans notre cas, pour notre industrie, et je pense que ça ne surprendra personne, et l'arrivée de Claude Code, et même encore plus, j'ai envie de dire, d'Opus 4.6, qui, à mon sens, a vraiment introduit une certaine singularité dans le développement d'applications par IA et la génération de code. Et là, dans ce cas-là, on commence à avoir un impact beaucoup plus fort sur les métriques, et donc là, on n'a plus d'excuses pour ne plus réagir, et il s'agit de réagir fortement. Je pense que dans ce genre de situation-là, faire des changements progressifs n'est pas la solution, il faut faire les choses de façon assez drastique pour avoir une chance de s'en sortir. Nous, ce qu'on a fait chez nous, alors c'était à peu près en début d'année, il faut aller assez brutalement avec les équipes, alors pas forcément d'un point de vue RH, même s'il y a des gens qui ont fait ça comme ça, moi, ce n'est pas mon approche, mais en revanche, de vraiment inciter les gens à utiliser les nouveaux outils et de montrer ce qui est possible avec. Dans mon cas, chez Bubble, moi j'ai commencé à faire moi-même mes propres PR et de pousser du code en production. Et ça remue un peu les équipes, parce que quand ils voient un CEO commencer, quand ils voient leur nom sur GitHub en se disant « Ah, tiens, il est en train de shipper quelque chose », les gens se posent des questions et se demandent comment c'est possible quand ça faisait peut-être 4-5 ans que je ne l'avais pas fait jusqu'à présent.
à ce moment-là. Une autre chose, il faut forcer l'adoption des outils. Et à mon sens, quelque chose qui marche particulièrement bien est les hackathons. On vient d'en faire un chez nous qui est à peu près il y a 3-4 semaines. On a bloqué une journée entière où il y avait l'obligation pour tout le monde, ingénieur et non-ingénieur, c'est d'ailleurs une des choses qui est particulièrement excitante avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, de générer des pull requests avec Claude qui étaient shippables. Et on en a eu à peu près une trentaine ou une quarantaine sur 150 personnes, donc c'était des équipes de 4-5. Et d'ici une semaine ou 2 semaines, il y en a une dizaine qui vont sortir en prod pour nos utilisateurs. C'est même pas tant le but d'améliorer le produit, même si ça l'améliore, que de prouver ce qui est possible à nos équipes pour que les gens puissent adopter ces nouveaux outils. La dernière chose que je dirais, c'est que le truc très important avec l'intelligence artificielle est de challenger toutes les hypothèses de départ qu'on a mises sur notre produit. Et c'est pas évident quand on a été en production pendant longtemps. Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça. Il faut être prêt à challenger à peu près toutes les décisions qu'on a prises depuis le début. Alors, pardon. Est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente ? Voilà. Alors maintenant, je voudrais partager quelques réflexions sur ce qui change avec l'intelligence artificielle. La première chose que j'ai envie de dire là, c'est que ce sont mes impressions aujourd'hui. Il est très possible que si je reviens dans un an, ça change. Et c'est peut-être le message le plus important que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que l'agilité, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif d'une organisation, est extrêmement important vu la rapidité à laquelle les choses changent. Moi-même, entre ce que je dis aujourd'hui et ce que je pensais en décembre dernier, je n'ai pas envie de dire que j'ai fait un 180 degrés, parce que ça n'aurait pas de sens dans ce contexte, mais j'ai changé énormément mes opinions. La première chose, quand on regarde l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement de produits, c'est que le code n'a plus tellement d'importance. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour les entreprises de logiciels, parce que jusqu'à présent, le code a toujours été à la fois un actif et un passif. C'est un actif au sens où c'est ce qui fait tourner le produit qu'on vend et qui fait qu'on gagne de l'argent. C'est aussi un passif parce que c'est là que la dette technique s'accumule et c'est ça qui prend du temps à faire évoluer quand il s'agit de travailler sur son produit et d'itérer dessus. Et avec l'IA, ça n'est plus vrai dans la mesure où le code peut être généré très rapidement, moyennant quelques tokens. Si on a le bon prompt, on peut repartir sur une base de code fraîche. Et donc, une des conséquences directes de ça, et c'est peut-être là où ce que je vois en interne chez nous, où il y a le plus culturellement de challenge avec l'intelligence artificielle, c'est que la qualité du code n'a plus la même importance qu'auparavant. Et c'est là où on voit de la résistance encore au niveau individuel des ingénieurs. Aujourd'hui, en 2026, il est assez difficile de trouver un ingénieur qui ne sera pas très content d'avoir un agent qui écrit le code pour lui. Donc cette partie-là, c'est bon. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand il s'agit de prendre le résultat de ce qu'un agent a fait, donc mettons Claude Code par exemple, et de le merger en prod, de merger sur la branche principale pour que ça aille en prod. Et là, souvent, les ingénieurs vont regarder le code en disant « Ah oui, mais c'est pas le code, il n'est pas bien fait » ou des choses comme ça. Et donc, on perd beaucoup de temps parce que du coup, les ingénieurs vont faire des commentaires sur la pull request, il faut demander aux agents de le réparer, et tout ça, en fait, devient un travail manuel, même si on utilise des agents pour réagir aux commentaires des ingénieurs. Et la vérité, c'est que ça n'est plus nécessaire aujourd'hui. C'est que si les agents peuvent consommer le code qui a été produit par un agent, ça suffit. Donc, pour parler en termes très simples, jusqu'à il y a quelques mois, duplication de code en général, c'était une hérésie. C'est-à-dire que si on a 2 fois le même code dans une base de code, un ingénieur dira « ça c'est très grave, si on le change ici mais pas là, ça va casser et ça va faire des bugs ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à Claude de scanner le code et de faire les changements. On a un niveau de fiabilité concrètement de 100%, où ils vont pouvoir ajuster, où Claude va faire les modifications qu'il faut. Et donc, c'est à mon sens là où il y a encore un vrai bottleneck sur lequel il faut travailler. Nous, on y travaille de façon très agressive aujourd'hui. C'est ce step des PR reviews, des pull request reviews, et il y a un changement culturel à faire. C'est à la fois technique et culturel. D'un point de vue technique, ça passe par du test automatique et essentiellement du test automatique d'ailleurs, mais d'un point de vue culturel, d'expliquer à tout le monde. Et il faut être un petit peu compréhensif pour les ingénieurs, parce que ça fait une trentaine d'années qu'on leur dit que le code est super important et que c'est un art quasiment de produire du joli code. Et là, il y a un vrai changement culturel à faire pour les équipes. La deuxième chose, et c'est un petit peu un corollaire de ce que je viens de dire avec l'importance du code, c'est que le rôle des 3 personnes de la triade, donc les PM, les ingénieurs et les designers, sont en train de changer.
Pendant très longtemps, on essayait d'optimiser le nombre d'ingénieurs et le nombre de PM, c'est-à-dire qu'il fallait plus d'ingénieurs et moins de PM, parce que c'était une façon de travailler plus vite. Je pense qu'on arrive à quelque chose de relativement inversé, où concrètement, quelques ingénieurs qui savent très bien utiliser les agents en parallèle peuvent écrire autant de code qu'une équipe de 30 ou 40 personnes. Et en revanche, on assiste aussi à une renaissance un petit peu du métier de PM et de designer, parce que pour peu qu'ils soient suffisamment techniques et puissent manipuler les agents de façon un peu sophistiquée, parce que quand tout est possible et qu'on peut concrètement créer n'importe quelle fonctionnalité avec des agents, il faut se demander quelle est la bonne fonctionnalité pour réussir sur le marché avec les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment le job des PM et des designers de le faire. Alors, le métier change. Je pense que jusqu'à présent, il y a une dizaine d'années, les PM, c'était beaucoup définir les specs et de collecter beaucoup de feedback du marché. Cette partie-là a été relativement automatisée par l'intelligence artificielle. En revanche, d'écrire les specs de façon à ce que les agents puissent le consommer et et générer du produit, ça c'est quelque chose qui est encore assez nouveau. On commence à parler aux États-Unis de spec-driven software development, c'est-à-dire que en fait, la source de vérité n'est plus le code lui-même, parce que comme je disais, le code n'a plus tellement d'importance. En revanche, les specs qu'on utilise et qu'on va mettre dans Claude ou dans un autre agent, et c'est ça qui va avoir de l'importance et qui peut être réutilisé s'il s'agit de manipuler le code qui a été généré et de changer un petit peu le produit. Alors, c'est très excitant pour les PM et les designers parce que ça ouvre le champ des possibles, mais il y a encore beaucoup de choses mais ça fait beaucoup de travail pour ces deux fonctions et il faut se réinventer beaucoup. Chez nous, on est en train de recréer concrètement des pans entiers de notre produit avec l'intelligence artificielle pour voir ce à quoi ça ressemblait si on n'avait pas la legacy qu'on a sur le code ancien et donc pour pouvoir itérer beaucoup plus rapidement sur du code frais. La troisième chose, et là aussi c'est un corollaire des deux points précédents, c'est que pendant très longtemps dans le logiciel, on était un petit peu contraint par les choix du passé. C'est-à-dire que si on avait choisi une architecture il y a 5 ans, on devait continuer à faire itérer notre produit sur cette architecture-là parce que le coût de switcher était trop élevé. Et bien là encore, les choses peuvent être... on n'est plus contraint en rien par nos choix du passé, dans le sens où s'il s'agit de redévelopper from scratch un pan entier du produit, ça prend quelques jours ou quelques heures pour peu qu'on sache écrire les specs. Et c'est là où les organisations existantes, parce qu'il y a quand même un atout à être encore gros, et la compréhension du marché et de l'ICP sur lequel on travaille permet d'avoir des prompts qui seront plus efficaces quand il s'agit de générer du code. Et enfin, alors, les nouveaux actifs qui font qu'une entreprise peut réussir, alors, ils ne sont pas entièrement nouveaux dans le sens où il y a ces différents actifs ici que je mets sur cette slide sont toujours importants quand il s'agit de shipper des produits et de réussir. En revanche, je pense que leur importance a changé un petit peu. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les meilleures entreprises étaient celles qui avaient les meilleures équipes de produits et d'ingénierie et donc qui allaient shipper les bons produits et qui avaient la confiance des utilisateurs en sens où les gens se disent ils vont shipper du bon produit. Je pense que ça, c'est en train de changer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, confiance, vu la rapidité avec laquelle la technologie est en train de changer, ce qu'on entend par confiance, c'est est-ce que cette entreprise arrivera à être toujours ahead of the curve, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire à être toujours à la page des dernières technologies. Et c'est quelque chose c'est un truc assez différent quand il s'agit de développer la marque, et je pense quelque chose qui devient de plus en plus important. La façon dont nous, on travaille là-dessus, c'est avec la communauté, ça c'est propre à notre business, je pense que c'est un moyen particulièrement efficace. On n'est plus sur des campagnes de branding, je pense, traditionnelles, où il s'agit juste de dire qu'on est les meilleurs. Ensuite, tout ce qui est distribution est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétition est beaucoup plus féroce qu'avant. Il est beaucoup plus facile de cloner des produits. Aujourd'hui, on peut voir en quelques semaines quelqu'un arriver avec exactement le même produit avec très peu d'efforts. Et donc, in fine, la compagnie qui gagnera, l'entreprise qui gagnera est celle qui aura le plus de facilité à distribuer son produit. Et donc, ça passe par des canaux existants. Donc, c'est là où, encore une fois, je pense que quand on se fait disrupter, on n'a pas perdu parce qu'on a beaucoup d'actifs qu'on peut réutiliser. Et le cash, évidemment, est important quand il s'agit de distribuer. Donc aujourd'hui, juste quelques mots sur notre, même si ce n'est pas vraiment le point le plus important ici, juste pour dire un petit peu où on en est avec notre journey, comme on dit en anglais. Ça a été une période assez difficile, c'est-à-dire que les 2 dernières années, on passe par la courbe de deuil que je montrais, avec des hauts et des bas qui sont assez difficiles à vivre, et d'autant plus difficiles quand c'est une expérience collective. Tout seul, ça va, mais quand on a 150 personnes et que les gens commencent à poser des questions, ça peut faire des choses compliquées. Aujourd'hui, et c'est maintenant depuis peut-être 4-5 mois, où l'IA s'est vraiment mis partout dans nos process et beaucoup plus dans notre produit, et du coup le moral est bien meilleur.
Notre hypothèse fondamentale, et ça peut sembler un petit peu contradictoire avec tout ce que je viens de dire auparavant, mais je vais quand même le dire, c'est que je persiste à penser que le code n'est pas le médium adapté pour la plupart des applications business. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que même si un agent peut générer du code, si à un moment il faudra l'auditer parce qu'il y aura un problème, le nombre de gens qui sont capables de lire du code reste très faible dans la société. Et d'ailleurs, il n'a pas vraiment augmenté depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui savent lire du code aujourd'hui ne change pas en dépit de tous les efforts de tous les gouvernements successifs de par le monde pour renforcer l'éducation du code. Et donc je pense que le meilleur du monde, et c'est sur quoi on travaille chez Bubble, est de merger, et de fusionner, pardon, je mélange un peu l'anglais et le français, et de fusionner le côté conversationnel de l'intelligence artificielle, qui est effectivement extrêmement rapide et plaisant et permet d'arriver à un prototype très rapidement, avec quelque chose qui est plus compréhensif pour quelqu'un qui n'est pas technique, et donc une interface graphique. Et donc notre travail étant de merger les deux, donc, et d'avoir ce que je décrirais être le meilleur des deux mondes. C'est une approche assez différente de la plupart du marché. Par certains côtés, pendant très longtemps, on disait le code n'est pas le médium adapté, et ça marchait très bien parce que le code était cher et on était beaucoup moins cher pour revenir à la disruption. Et là, tout d'un coup, avec l'intelligence artificielle, le code devient plus compétitif parce qu'il est beaucoup moins cher à produire. Cela étant, et on commence à le voir avec le vibe coding, on arrive dans un monde où une application qui est vibe codée peut parfois générer suffisamment de challenge en production pour que les gens se disent « Ah, mais il faut revenir au code et le relire », et là, c'est là où Bubble a du sens. Dernière chose que je dirais juste avant de conclure, ou pour conclure, est que je pense qu'on est dans une période qui est particulièrement excitante quand il s'agit de créer des produits. Chaque nouvelle période est plus excitante. Je pense que l'émergence du no-code dans les années 2015-2016 qu'on a commencé était une première vague d'excitation, mais là, il y en a une qui est encore plus exponentielle parce que jamais il n'a été aussi facile de créer des produits, que ce soit individuellement, chez soi s'il s'agit d'automatiser quelque chose, ou pour une organisation plus large, où toutes les excuses qu'on entendait par le passé en disant on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça parce que ça va être trop cher et trop coûteux, sont en train de tomber à plat. Et donc c'est quelque chose de particulièrement excitant. Donc moi je suis ravi d'être dans cette industrie, j'espère que vous l'êtes aussi. Ça suppose de garder une vraie agilité et de se réinventer, de se challenger soi-même. Et ça c'est difficile, en particulier avec l'âge à la fois, encore une fois, au niveau individuel, mais aussi au niveau organisationnel. Plus les organisations grossissent, plus ça devient compliqué de se forcer à réapprendre. Et donc nos responsabilités, notre responsabilité collective en tant qu'individu, est de s'assurer que les organisations pour lesquelles on travaille vont continuer à apprendre et continuer à adopter ces nouvelles technologies avec une fréquence la plus rapide possible pour ne pas se faire disrupter et rester sur le carreau. Merci beaucoup. Voilà.